Merci à vous, Marcelin. Elle est donc avec nous en plateau. Bonjour, maître, et bienvenue. Bonjour, madame. Alors, on parle de licenciement abusif. On vous donne la parole pour situer le texte. Alors, le contexte Contexte et texte. qui dit licenciement fait référence nécessairement au contrat de travail. Et le contrat de travail est régi par des textes. Les textes qui régissent le contrat de travail sont principalement le Code du travail. Et celui en vigueur actuellement est celui du 20 juillet, adopté en 2015. À côté de ce Code du travail, vous avez les conventions collectives interprofessionnelles, et celle principalement qui est utilisée, c'est celle de juillet 1977, donc qui est assez vieillissante, qui mérite d'être révisée, mais c'est celle-là qui est en vigueur dans ces dispositions qui ne sont pas en contradiction avec le Code du travail de 2015. Voilà. Et puis, vous avez tout l'arsenal de décrets d'application qui sont pris pour préciser l'application des textes de loi du Code du travail. Merci beaucoup, maître, de situer le contexte dans lequel nous allons graviter. Alors, à quel moment parle-t-on de licenciement? Alors, avant de parler de licenciement, il faudrait peut-être que je vous définisse qu'est-ce que c'est que le contrat de travail. Ah, d'accord. Parce que qui dit licenciement, comme je vous disais tout à l'heure, fait référence à un contrat de travail. Et le contrat de travail est défini par le Code du travail comme l'accord entre un travailleur en vertu duquel ce travailleur met à disposition d'un employeur ses compétences professionnelles et qui travaille sous l'autorité et la direction de cet employeur, moyennant rémunération. Donc, c'est ça la définition du contrat de travail, où l'on retrouve d'un côté le travailleur, de l'autre l'employeur, et puis les conditions dans lesquelles se fait le service. D'accord. Dès lors que ce contrat est établi, on a les droits et obligations des deux parties. À quel moment intervient le contrat, le licenciement, on va dire tout court, puis abusif après? Voilà. Alors, le licenciement, on va dire que c'est une modalité de rupture du contrat de travail. Et comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, le contrat de travail suppose des obligations de part et d'autre, des parties. Et c'est en cela qu'il est dit un contrat synalagmatique, qui crée des obligations et chez le travailleur et chez l'employeur. Alors, ce type de contrat est, comme on dit, libre. Ça veut dire que c'est la volonté des parties de rentrer en relation contractuelle, comme c'est de la volonté des parties aussi de se libérer de ces liens contractuels. Donc, même si cette liberté est reconnue et prônée des parties de se libérer du contrat de travail, il n'en demeure pas moins que les modalités des contrats de rupture sont prescrites par la loi et il faut pouvoir les respecter au moment de la séparation. Et c'est lorsque l'on ne respecte pas ces modalités, on va dire, qu'on peut considérer que le contrat se révèle abusif, le licenciement, pardon, se révèle abusif. Il faut préciser quand même que quand on parle de licenciement, on fait référence à la rupture à l'initiative de l'employeur, pardon. Donc, le licenciement, c'est l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail. Et en face de cela, vous avez la démission qui, elle, est de l'initiative du travailleur. Ok. Là, on a situé le contexte de la loi dans notre pays. On a parlé, bien sûr, du contrat de travail, du licenciement. Là, maintenant, puisque le thème y est afférent, à quel moment on parle du volet abusif du licenciement? Alors, poser comme ça la question est un peu délicate pour moi, avocate. C'est le but. Parce que comme vous savez, l'avocat, il défend une cause. Et selon qu'il défend le travailleur ou l'employeur, il va justement s'employer à relever ce qui va servir sa cause. Donc, une même cause peut avoir des éléments
qui vont être des éléments, comme on va dire, qui permettent de dire qu'il y a un licenciement abusif, et puis présenter des éléments pour lesquels on peut plaider en faveur peut-être d'un licenciement qui soit légitime. Le tout est pour l'avocat de relever les éléments qui vont servir sa cause. Alors, si vous voulez que je vous donne une définition quand même du licenciement abusif, je vais être obligée de me mettre dans une posture plus neutre, qui est celle du juge notamment. Et on a tout l'arsenal des décisions de justice qui sont rendues, qui font aussi le droit et qui permettent de définir qu'est-ce qu'un licenciement dit abusif. Voilà. Et donc, c'est la notion globalement retenue, c'est que le licenciement, pour être légitime, doit être motivé par un juste, une juste raison. Voilà. Et la juste raison, elle est laissée à l'appréciation du juge, notamment, justement. Et globalement, ce qu'on attend de l'employeur, c'est qu'il n'utilise pas de motifs fallacieux pour se débarrasser de son travailleur. Et donc, le motif doit être juste. Et dans les motifs, vous avez plusieurs types de motifs de licenciement qui peuvent être des motifs liés à la personne même de l'employé. Et là, par exemple, vous pouvez soulever l'incompétence du travailleur. Donc, c'est un motif personnel à l'employé. Donc, l'incompétence de l'employé, simplement sa maladie, qui rend le maintien des liens contractuels impossible. Vous pouvez avoir aussi la faute lourde du travailleur qui va justifier son licenciement. Ça peut être une faute moins lourde aussi, qui va aussi justifier son licenciement. Et selon que le licenciement est fait pour faute lourde ou pour faute simple, les conséquences pécuniaires seront différentes. D'accord. En gros, ce que je peux vous dire. D'accord. Alors là, je pense qu'avec ce qui suit là, on sera très à l'aise, et surtout vous dans votre qualité de juge, parce qu'on a des cas pratiques qui nous ont été d'avocate. Oui, là, vous avez joué le rôle de juge, on revient à l'avocate, et avec un cas pratique qui nous est exposé à vous précisément. Cas d'abandon de poste. Monsieur X est vigile dans une société de gardiennage. Il tombe malade. Il va consulter un praticien du quartier qui lui fait savoir qu'on lui a rejeté un sort. Il décide d'aller se faire soigner au village, mais vu à la délicatesse du sujet, il préfère ne rien en dire à son employeur. Après 6 mois d'absence, il se présente très amaigri à son travail et apprend qu'il a été licencié pour abandon de poste. La rupture est-elle légitime? Maître, dites-nous. Alors, d'abord, il faut savoir que l'une des obligations principales qui est faite aux travailleurs, c'est quand même de se présenter à son poste de travail. Et lorsque, pour des raisons diverses, il est amené à s'absenter de son poste de travail, il lui est fait obligation de demander l'autorisation de s'absenter. Dans le cas dont vous faites état, il est précisé, si j'ai bien compris, oui, que l'employé décide d'aller se faire des soins dans son village. Et comme il s'agit de sorcellerie, c'est ça? Oui. Pratique occulte. De pratique occulte, il n'a pas jugé utile d'en parler à son employeur. Toujours est-il qu'il se retire dans son village pour des soins et réapparaît 6 mois après. 6 mois après, bien évidemment, quand il revient se présenter à son poste, c'est sans surprise, on va dire, qu'il s'entend dire qu'il est licencié. Et l'absence du travailleur sans justification à son poste de travail constitue, a priori, un abandon de poste lorsque l'employeur n'a aucune nouvelle du travailleur. Le Code du travail permet à l'employé malade d'utiliser tous les moyens possibles pour informer son employeur
de son état de santé qui l'empêche de se présenter à son poste. Il peut envoyer un frère, un cousin, faire passer un appel. Or, dans ce cas précis, l'employeur se trouve sans nouvelles, dit-on, pendant 6 mois. Ce qui a dû se passer, c'est que l'employeur a dû faire, comme c'est le cas, comme c'est recommandé dans ces cas-là, il a dû faire constater par voie d'huissier l'abandon de poste du travailleur et en a tiré les conséquences juridiques qui sont le licenciement pour faute lourde. Parce qu'effectivement, l'abandon de poste est considéré en jurisprudence comme une faute lourde de l'employé. Et la faute lourde, elle est privative de certains droits. Donc, il sera privé de droits de licenciement, il sera bien entendu privé d'indemnité de préavis. Et les seuls droits qu'il va percevoir, ce sera sa gratification au prorata du temps passé et ses congés payés également au prorata du temps passé. Il pourra prétendre à aucun dédommagement vu que la rupture est de sa faute. Okay. Là, on le constate avec les explications que vous venez de donner qu'il s'agit d'un cas typique d'abandon de poste. Nous allons aller dans un autre univers, tout en restant bien sûr dans la spirale de licenciement abusif ou pas. C'est selon cas de harcèlement de la femme enceinte. Selon Madame Z travaille comme assistante de direction dans une grande multinationale de la place depuis 10 ans. Célibataire sans enfant, elle s'est consacrée entièrement à son travail, ne comptant pas ses heures de travail, même les jours fériés, quand elle était sollicitée, à la grande satisfaction de son patron. Elle a rencontré récemment un amoureux avec qui elle a décidé de convoler en juste noces et attend un heureux événement. Mais les problèmes arrivent depuis qu'elle a annoncé la bonne nouvelle à son directeur. Elle essuie continuellement ses remarques, ses interpellations sur sa façon de travailler. Son patron n'arrête pas de lui envoyer du travail, de vraiment augmenter sa masse quotidienne de travail. Madame Z trouve que ce n'est pas juste, d'autant que son ardeur au travail n'est en rien altérée par son état de grossesse. Elle ne sait plus quoi faire et pense à démissionner. Et ce qui la retient, c'est que la perte de son emploi n'est pas opportune, surtout qu'elle est enceinte. Que peut-elle faire, maître? Très bien. Et là, on se trouve en face du cas typique de harcèlement moral au travail. Fort heureusement, le Code du travail de 2015, adopté en 2015, a de façon expresse condamné, on va dire, tous les agissements de l'employeur qui s'apparente et s'analyse en un harcèlement du travailleur. Et ces comportements abusifs de l'employeur peuvent consister en des écrits. Vous pouvez avoir le cas d'un employeur qui vous envoie, qui vous bombarde, passez-moi le terme, de mails à des heures indues, 4 heures, 3 heures, 2 heures du matin, et qui attend des réponses immédiates. Ça peut être des propos qui sont de nature à diminuer le travailleur, le fragiliser moralement, lui faire perdre sa confiance en lui-même. L'humilier même. Ça peut être donc en dehors des propos et des écrits, des attitudes même, tout simplement méprisantes à l'égard du travailleur, qui le font se sentir vraiment comme quelqu'un inutile en fait dans l'entreprise. Et là, dans le cas dont vous faites état, la personne était reconnue pour son ardeur au travail, quelqu'un de très investi dans son travail, qui se donnait au travail sans compter, qui travaillait même les jours fériés et était quasiment à la disposition de l'entreprise. Quand on a affaire à ce genre de personnes motivées, investies, qui, pour des raisons personnelles, ça arrive, doivent passer moins de temps, disons, ne consacrent plus tout leur temps à leur travail, mais ont une vie familiale désormais à laquelle ils veulent aussi prendre toute leur part, ce qui est logique quand on se marie.
On a souvent la réaction de l'employeur qui, habitué à une disponibilité de tous instants de l'employé, on a des employeurs qui le vivent très mal et qui, au fur et à mesure, se disent bon, ben, cette personne, finalement, elle n'est plus à 100%. Et quand bien même elle ferait son travail dans la juste mesure, on va dire, l'employeur habitué à plus que ça peut être tenté d'avoir une attitude de harcèlement moral pour pousser cette personne à la démission. Et on arrive à des cas parfois dramatiques. Et dans le cas précis, l'employé, en plus, attend un enfant et manifestement a une grossesse bien avancée. Vous imaginez, elle se dit tentée de rendre sa démission, mais c'est le lot des femmes. Une femme enceinte de 7 mois qui se présente à une demande d'emploi, elle est à peu près sûre de ne pas avoir gain de cause. Donc, cette dame est confrontée à 2 problèmes. Celui déjà du harcèlement dont elle est victime dans son travail actuel et malgré toutes les compétences qu'elle a et sa conscience professionnelle qui est reconnue, elle est aussi confrontée à une incertitude, en tout cas temporelle, due à son état de grossesse. Alors, que faire ? Ce qu'on peut conseiller dans un tel cas, et d'ailleurs c'est prévu par la loi, cette dame peut saisir l'inspection du travail, du ressort de son lieu de travail, et demander à l'inspecteur de convoquer son employeur pour exprimer de façon plus formelle, on va dire, le harcèlement dont elle est victime. Et l'inspecteur aura pour rôle d'amener de façon amiable, dans un premier temps bien entendu, l'employeur à prendre conscience de la souffrance qu'il inflige à son employé et devra, si par bonheur l'employeur revient à des meilleurs sentiments, tant mieux, elle pourra continuer son travail. Okay. Si malheureusement les choses se passent mal et que le harcèlement continue d'être de plus en plus assidu, on va dire, le recours que cette dame a, c'est de saisir les tribunaux et demander que ces agissements-là cessent. Et le tribunal peut très bien amener l'employeur à revenir à une attitude plus conforme à ce qu'on attend d'un employé. C'est dire qu'il y a des recours qui existent dans un tel cas. Oui, il y a des recours. On va revenir avec vous le mardi prochain sur des cas concrets qu'on va poursuivre parce qu'on a la chance de vous avoir, ne vous en faites pas. On sera avec vous.